Donc, la définition que vous avez de l'Asie du Sud-Est dans le cours, c'est une définition qui est assez large. Du coup, j'en ai profité pour vous... Alors, on va faire ça un petit peu à l'ancienne, hein, mais pour vous prendre une petite carte. Voilà, je suis en train de justement de travailler sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, vous avez une définition qui est large. Du coup, c'est à l'envers. Bon, c'est pas cool. On voit bien ici que ça englobe une partie de l'Inde, etc., etc. Or, aujourd'hui, l'ASEAN, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt la partie qui se trouve uniquement Philippines, Malaisie, Vietnam, Cambodge, Laos. Donc, on n'englobe plus l'Inde ou la Chine. En tout cas, si on englobe, c'est vraiment les côtes, uniquement les côtes. Donc, Mumbai, c'est un cas d'étude un petit peu particulier. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est intéressant de comprendre que pour les géographes actuels, ce qui fait l'unité de cet espace qui est en fait très complexe, très varié, c'est deux choses. La première, c'est les critères économiques. C'est qu'on est en face d'un espace qui n'est pas forcément très riche, mais qui a une croissance économique très forte. Donc ça intéressant. Deuxième chose, c'est que c'est un territoire qui connaît un petit peu la même histoire que l'Europe. On est dans un espace qui est pris en étau dans les années 40 à 90 par ce qu'on appelle la guerre froide, puisqu'il y avait d'un côté le bloc soviétique et de l'autre le bloc occidental, capitaliste, enfin les États-Unis. Et du coup, vous allez avoir deux territoires qui sont le théâtre de ces affrontements. L'Allemagne, le mur de Berlin, la crise des euromissiles dans les années 80 pour l'Europe, et la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, etc. pour l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Dans les années 90, on est à la fin de la guerre froide, les décolonisations dans cet espace se sont terminées, et on a ce qu'on appelle un miracle asiatique. Donc, ce miracle asiatique, c'est toute cette Asie du Sud-Est. Voilà. C'est toute la Malaisie, les Philippines, Hong Kong. Après, il y a la Corée du Sud aussi. Il y a la Chine. Vous pouvez mettre les ZEE. Les ZEE qu'on a vues sous Mao, elles s'intègrent dans ce contexte-là. Et donc, ce sont des régions qui connaissent une forte croissance économique. Et pour les géographes, c'est très intéressant. Et donc, j'en reviendrai un petit peu après sur tout ce qu'il dit, mais c'est rigolo qu'il vous ait choisi Mumbai, alors que finalement, peut-être que les ZEE qu'on a vu en histoire avec Mao, avec Deng Xiaoping, après Mao, donc, l'ouverture de la Chine sur le monde, ces ZEE, d'un point de vue géographique, elles s'intègrent beaucoup plus dans cette Asie du Sud-Est. Voilà. Les relations commerciales entre Singapour, les Philippines, la Malaisie, etc., sont beaucoup plus importantes que par exemple, justement, Mumbai. Singapour, c'est vraiment le fer de lance économique de toute cette région d'Asie du Sud-Est. Donc, c'est très surprenant qu'il n'ait pas choisi comme étude de cas pour l'étude de ce cours. Par contre, ça a été choisi en première. En première, on fait les villes et on a Singapour qui est proposé, ce qui est plutôt logique. Alors, pourquoi Mumbai? On peut se dire, après tout ce que j'ai dit, pourquoi ils ont choisi Mumbai? Tout simplement parce que dans le cas d'une étude de ce qui fait les forces et les faiblesses de l'Asie, même si Mumbai n'est pas dans l'Asie du Sud-Est, elle a tous les critères qui permettent de mener ce genre d'études. Donc, vous l'avez vu, d'abord une économie qui s'améliore, entre guillemets, un PIB qui est plus fort, une croissance économique d'année en année de plus en plus forte, qui est notamment due donc à l'industrie textile, à l'automobile avec des groupes comme Tati, donc une industrialisation, ce que Rostov appellerait un take-off, un décollage économique. Donc tout ça, vous l'avez bien dans le cas de Mumbai. Deuxième caractéristique, c'est des inégalités sociales. On voit bien que, bien qu'il y ait beaucoup d'accroissement économique, cet accroissement économique, il accentue les inégalités. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît en sciences humaines assez récemment, c'est ce qu'on appelle la trajectoire de Pareto. C'est-à-dire que, à la base, c'est une notion mathématique. Pareto, c'est quelqu'un qui a expliqué que quand vous avez une croissance forte, elle a tendance à se répartir
d'une certaine manière. Donc on retrouve en fait avec la trajectoire de Pareto les chiffres qu'on a déjà vus dans d'autres cours avec lesquels je vous tanne depuis le début d'année sur les inégalités. Les 20% les plus riches possèdent plus de 50% de la richesse mondiale et les 40% restants, voilà, ils se partagent, enfin, les 80%, ils se partagent le reste, en ayant les plus pauvres qui ont les 20 derniers pourcents qui ont 1% de la richesse mondiale pour vivre. Bon, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui correspond. Voilà, c'est une coïncidence assez surprenante, puisque cette règle mathématique, elle ne s'applique pas dans le reste. Mais en économie, finalement, la trajectoire de Pareto, elle s'applique. C'est-à-dire que plus on crée de la richesse, plus on va avoir cette séparation inégalitaire des richesses. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment et qui justement a alimenté toutes les critiques, toutes les interrogations sur le système capitaliste. Et avec le confinement, on voit que c'est quelque chose qui ressurgit, ces critiques. Il faut repenser le modèle de consommation, il faut repenser le modèle de capitaliste parce qu'il est inégalitaire, parce qu'il il abîme les ressources, tout ce qu'on a vu par rapport au développement durable, etc. etc. Donc l'Asie du Sud-Est, Mumbai, l'Asie du Sud-Est est un cas emblématique de ça, comme l'Europe. Hein. Et Mumbai, qui n'est pas vraiment dans l'Asie du Sud-Est, mais plutôt dans l'Asie orientale, présente aussi ces critères-là. Enfin, dernier critère qui est aussi important, si vous avez lu le cours, vous l'avez vu, c'était sur ça que j'avais axé le cours, hein, c'est une idée assez simple que je trouve intéressante, c'est en quoi finalement est-ce qu'une population nombreuse peut être à la fois un atout économique ou au contraire un frein. Donc on le voit le jour 2. Dans le cas de Mumbai, c'est à la fois un atout puisque ça permet d'avoir une main-d'œuvre peu onéreuse, donc de capter des entreprises pour venir travailler, pour produire, pour augmenter la richesse économique. Et en même temps, ça permet, c'est un frein puisque ça pose des enjeux mondiaux, donc de l'investissement, des innovations qu'on ne fait peut-être pas. Si vous avez regardé Slumdog Millionnaire, c'est un film qui est sympa parce que sans appuyer dessus, il montre tous ces aspects géographiques. La question des bidonvilles, la question sanitaire, la question de la pollution aussi. Donc tout ça, ce sont des problèmes extrêmement visibles dans Mumbai, et notamment quand on dessine une carte. Donc c'est vrai que c'est intéressant. En Asie du Sud-Est, on a effectivement une grande diversité politique, une grande diversité culturelle, vous savez peut-être, et des États qui sont tous différents, certains qui sont plus démocratiques que d'autres. Donc on peut se demander vraiment ce qui fait, quand j'ai fait le cours, c'était vraiment ça l'idée, c'est quoi le rapport entre tous ces pays. Je l'ai dit, c'est un cours qui se veut purement économique. Donc dans les choses au niveau notionnel, il faut que vous connaissiez, qui peut vous servir pour plus tard. D'abord, effectivement, si vous regardez sur les cartes, vous avez, puis même en général, vous avez des États qui sont mieux disposés que d'autres. Alors c'est lesquels? C'est vraiment ce qu'on appelle les Strait Settlements, c'est-à-dire les installations des détroits, c'est-à-dire des colonies qui avaient été fixées par les Britanniques ou les Portugais sur les littoraux. Donc, c'est pour ça qu'à Mumbai, il a aussi cette légitimité-là dans l'étude. C'est aussi une ancienne colonie, c'est aussi une installation des détroits, mais voilà, géographiquement, il est un peu déconnecté. Il a moins de relations commerciales avec les autres régions du sud-est de l'Asie. Singapour, Hong Kong, Macao, le Brunei, tout ça, ce sont des anciennes colonies britanniques, ce sont ces installations des détroits qui étaient là pour verrouiller le détroit de Malacca, qui est l'un des détroits les plus importants du monde, aujourd'hui encore, hein. Il y a beaucoup de pétrole qui passe par là. Singapour, elle fait son économie notamment sur le pétrole, l'industrie pétrolière. Donc, c'est un cœur économique du monde, hein, l'Asie du Sud-Est. Et donc, voilà, il faut noter l'importance de ces espaces, Hong Kong, Singapour, qui ont des PIB par habitant très proches de l'Europe, qui sont très très dynamiques, et des périphéries qui sont en train de profiter de ce dynamisme
de ces industries en pointe, comme à Hong Kong, comme à Singapour, qui sont aussi des places financières. Donc là, je vous renvoie en cours sur la métropolisation, la mondialisation, les villes globales, l'archipel métropolitain mondial de Saskatchewan. On est dans cet archipel, très clairement. Et autour, voilà, on a ces pays qui vont en profiter et qui vont opérer des décollages économiques, notamment dans les années 80. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du vol d'oies sauvage. C'est Kaname, un géographe, qui a parlé de ça. Donc c'est notamment le Japon qui a développé cette théorie économique. Vous avez un pays qui va concentrer les hautes activités économiques. Dans ce cas-là, c'était le Japon, qui va innover, qui va avoir tout ce qu'on appelle l'aspect smart dans l'industrie, la finance, la conception, voilà, et qui va faire travailler les pays autour où la main-d'œuvre est moins chère, la Corée du Sud, Taïwan, la Corée du Sud, tous ces pays qui sont limitrophes, qui sont périphériques, et qui vont donc fournir la main-d'œuvre moins chère, et qui vont concevoir le hard, dur, l'objet en dur pour le Japon. Sauf que ces pays se développent. On met l'exemple de la Corée du Sud. Et donc, ils vont se mettre aussi à développer des objets de haute technologie. Les écrans LCD, Samsung, les téléphones. Voilà, Samsung, avec la Corée du Sud, c'est un bel exemple, opère cette amélioration économique et c'est plutôt la Chine, à ce moment-là, qui va développer le hardware. Donc, on voit que ça a créé, voilà, ce qu'Aname appelle un vol d'oies sauvage. C'est-à-dire que par strate, tac, 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 vous avez des pays qui vont suivre économiquement. Voilà, aujourd'hui, ceux qui sont dans la Chine, c'est elle aussi améliorée. Elle a du mal à innover, elle a tendance à voler un peu les projets des copains, mais elle veut dépasser clairement ce stade-là. Et donc, pour ce faire, elle va s'appuyer sur la Thaïlande, le Vietnam, pour concevoir ces objets. Donc, on le voit, en fait, on a un espace qui est très organisé. Et si on prenait une carte, ce qui est assez drôle, ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que l'Asie du Sud-Est, c'est un cas intéressant. On n'est pas comme sur les États-Unis ou sur l'Europe. Si vous voulez, c'est un espace continental qui sont des lieux de production et des lieux de gestion, des lieux de commandement qui marquent la centralité. Voilà, les États-Unis, vous avez New York, vous avez vraiment des centres territoriaux qui vont commander à des périphéries. Dans le cas de l'Asie du Sud-Est, c'est un pivot, en fait. Voilà. Et si vous regardez une carte, son centre, là où ce qui va fixer les tensions, c'est la mer. C'est un espace maritime. Donc, d'un point de vue géographique, ce qui caractérise avant tout l'Asie du Sud-Est, c'est son rôle de carrefour, de pivot économique, de carrefour. Et vous voyez que sa centralité, c'est ce qu'on appelle la mer de Chine. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on donne comme nom à cette mer la mer de Chine, alors que chaque État qui l'aborde, Philippines, il y a les Philippines, il y a la Malaisie, il y a une partie du Vietnam, etc. Chaque pays lui donne un nom différent. C'est le nom de mer de Chine qui s'impose parce qu'on est en train de voir que justement, la mer de Chine est en train de s'imposer dans cet espace-là. Donc ça, on en a déjà parlé dans le cours sur les espaces maritimes. On avait vu en dessous des cartes en vidéo qui étaient bien faits à ce sujet, mais ce qu'on n'avait pas dit, et là je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus, ça prend son sens, c'est que l'avantage de l'Asie du Sud-Est, c'est d'être un carrefour maritime. Voilà. Qu'est-ce qui structure cet espace? L'économie. Donc, c'est une économie basée sur ces passages de bateaux, sur les richesses qu'il y a en hydrocarbures dans la mer de Chine. Ça crée des tensions. Et du coup, ça se comprend parce que ça devient un enjeu géopolitique. Celui qui maîtrise la mer de Chine, les États-Unis aussi, ils sont sur les rangs, on l'a vu, pour maîtriser cet espace-là, c'est un espace excessivement important. Souvenez-vous de la stratégie du peu de perles. Et bien, ouais, c'est un enjeu géopolitique. Il faut contrôler cet espace pour contrôler le monde. Donc, la mer de Chine, c'est l'Asie du Sud-Est. Ça fait comme le Proche-Orient, partie de ces espaces qu'il faut avoir dans son lié avec la mer, puisque je viens de vous expliquer, c'est ce qui structure cet espace.
c'est un espace insulaire hein, pour la plupart, donc la mer est structurante. Par rapport au cours que j'ai fait, voilà, la population, je l'ai dit, elle pose de nouveaux enjeux puisque cette croissance économique, elle va marquer la région d'un autre critère important qui est l'urbanité. Hein. Euh, c'est- c'est- on a une région qui devient de plus en plus urbaine. Voilà. On est dans une région dans le monde où les villes deviennent de grandes villes, des mégapoles, des mégalopoles. Et donc, l'accroissement de l'urbanisme dans cet espace pose de nombreuses questions. La première, déjà, c'est l'aménagement en soi de la ville. C'est compliqué. On l'a vu dans le cas sur Mumbai, augmentation des villes, etc., etc. Et dans un deuxième cas, ça pose la question des campagnes. Voilà, puisque l'Asie, bien souvent, dans certains lieux, est un espace qui est un espace rural, qui est bâti sur ça. Eh bien, ça crée des tensions, ça crée des problèmes sociaux et autres dans la restructuration de la société. Donc, comment nourrir la population, voilà, ce genre de choses. Et bien souvent, ça va passer par un accroissement de la mondialisation. C'est-à-dire, voilà, si vous avez moins de gens dans votre pays pour produire de la nourriture, vous allez en acheter à l'extérieur. Donc ça pose des questions alimentaires. La Chine y a été confrontée. Vous avez vu le groupe de la Chine. Donc on avait vu les 3 années amères avec cette famine qui avait fait des millions de morts. La Chine, elle a fait le choix de ne jamais laisser mourir sa population de faim. Elle fait des stocks, même si c'est interdit par l'OMS. Elle avantage avant tout les paysans. C'est son choix. Son choix, c'est pas le cas d'autres pays. Donc ça peut créer des tensions sociales. Notamment, voilà, en Inde, l'Inde n'a pas fait ce choix. Alors, je sais que je ne suis pas tout à fait sur l'Asie du Sud-Est hein, par rapport à ce que je vous ai dit, mais je vous cite ces deux exemples parce qu'ils sont significatifs dans ce choix de stratégie par rapport au développement de l'urbanisme et à ces questions alimentaires. Voilà, on passe souvent par la mondialisation à importer des denrées alimentaires, etc., etc. Donc ça crée une dépendance vis-à-vis des autres États et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, après, c'est pas un cours qui est très compliqué. Hein. Une fois, c'est des notions assez faciles à comprendre. Quand vous avez compris que l'idée de ce cours, c'était surtout ça. C'était de comprendre que, en termes de, déjà, tout ce que j'ai expliqué, et dans les idées d'analyse qui sont fortes, comprendre qu'on est face à un espace qui est très peuplé, et en quoi, finalement, cet espace très peuplé, ça peut être, en quoi le peuplement important peut être un avantage ou un inconvénient. Avantage, main-d'œuvre pas chère, on peut faire beaucoup, ça produit vite. Inconvénient, on produit des petits objets qui sont pas chers, on a une inégalité sociale qui est très forte, ça crée des tensions sociales et politiques. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, ça pose évidemment des questions d'éthique. Je pense qu'en termes de citoyens, d'élèves, ça pose cette question de savoir ce qu'on achète, ce qu'on consomme, puisque un produit qui est fabriqué en Asie, selon le pays où c'est fabriqué, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes législations. On sait très bien qu'il y a eu des cas où, dans des usines, on fait travailler des enfants, par exemple, ou il y a des usines qui ne sont absolument pas respectueuses de l'environnement. Voilà, la Chine, pour ça, c'est un cas assez emblématique où les produits chimiques sont déversés directement dans les rivières, ce qui mécontente énormément les paysans. Euh, donc, on a des cas comme ça très, très précis hein, qui, nous, en tant que consommateurs, doivent nous questionner. Donc, je vais rebondir sur tout ça pour répondre à la question de Thomas et pour aller un peu plus loin. Donc évidemment, en ce moment, le confinement témoigne de ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans un monde mondialisé, les échanges s'accentuent. Là, je pense que là, vous avez, c'est une étude de cas, là, vous vivez quoi.
Les cours que je fais, c'est pareil, hein. En histoire géo, tout ce qu'on fait, c'est ce qui a été vécu par des gens. C'est pas des choses abstraites, hein, c'est du concret. Et là, pour une fois, vous vivez vraiment quelque chose qui est, enfin, c'est tout le temps le cas. Mais là, c'est vraiment, enfin, je pense que vous ressentez particulièrement, puisqu'il y a une idée de danger, ce que c'est que la mondialisation. C'est-à-dire que on voit bien que les flux de biens, de marchandises et de personnes à l'heure actuelle sont tellement fortes que, à part dire aux gens, bah, vous restez chez vous, c'est quasi impossible d'arriver à réguler ces flux. Même à cantonner une personne dans sa ville ou dans sa région, c'est compliqué parce qu'on est trop interdépendant de tout. Et, et c'est ça la mondialisation. C'est ça la mondialisation. Pour être exact, cette idée de village mondial, c'est la globalisation. Le fait d'être dépendant de territoires comme la Chine, qui sont à l'autre bout du monde dans votre vie de tous les jours, ça, c'est la globalisation. C'est l'idée que le monde serait un village. Voilà. Alors, les géographes, ils ne sont pas tous tout à fait d'accord. Ils disent, voilà, pour certaines choses, oui, pour certaines choses, non. On n'est pas dans une globalisation totale. Tout ne dépend pas de l'espace lointain. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vous les procurer. Euh, donc, il y a des degrés. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'allait pas, ça veut dire qu'il y a des degrés, on peut le renforcer ou on peut encore l'affaiblir et rester dans cette idée de globalisation. La mondialisation, on l'avait vu en cours, c'est cette idée d'accélérer les flux. Donc là, on est dans un phénomène de démondialisation. C'est une histoire de vitesse, hein. Voilà, donc la mondialisation, soit elle va vite, soit elle va doucement. Là, on va doucement puisqu'on est confiné, que l'économie marche moins vite. Elle ne marche pas, elle marche moins vite. Donc, on est démondialisé. Voilà, donc vous savez, encore une fois, avec le confinement, un bel exemple de ces notions-là, de comment on peut les utiliser, de ce qu'elles veulent dire, de ce que ça signifie, de quels outils c'est. C'est vraiment en fait penser en termes de vitesse, hein, ces concepts-là. C'est pas des faits. Voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est que oui, les virus, ils voyagent aussi. Les virus, ils voyagent aussi. C'est pas nouveau. Les premières pandémies à avoir voyagé comme ça, c'était tout simplement Christophe Colomb qui avait ramené, je ne sais plus lesquels, il faut que je cherche dans les livres, mais qui avait ramené quelques virus. Vous l'avez vu en seconde après, deuxième vague, notamment avec les conquistadors qui, eux, ont vraiment diffusé la syphilis. Non, la syphilis, c'est eux qui l'ont ramené, mais qui ont diffusé toutes les maladies continentales en Amérique, qui ont décimé des millions d'Indiens. En soi, le voyage des maladies, ce n'est pas un phénomène nouveau. Là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est la vitesse. Voilà, c'est un virus qui se propage excessivement vite. C'est dû aussi à la souche virale, hein, telle qu'elle est. On avait déjà eu ça. Le sida s'était diffusé très très vite aussi dans les années 80. Apparition d'ailleurs de ce terme de mondialisation, mais du fait que c'est pas que, hein, on peut l'attraper d'autres manières, mais c'est une MST. Du coup, par définition, elle se propage moins vite qu'un virus grippal ou qu'un virus du SRAS. Donc, bon, ben voilà, ça circule vite. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça circule vite. Ça vous montre l'importance de ces flux. Et donc, effectivement, le fait que ce soit parti de Chine, je vais arriver à mon idée, le fait que ce soit parti de Chine montre que c'est qu'un centre. On a un pays, la Chine, qui joue finalement un rôle de centre économique et qui a diffusé un peu partout son virus, puisqu'elle exporte un peu partout, les gens voyagent. C'est pas que les biens, enfin, c'est même pas du tout les biens, c'est le fait que les gens voyagent pour aller faire des affaires, repartent dans leur pays, diffusent le virus. Voilà, donc vous avez un bel exemple de ce que c'est qu'un centre. Là, la Chine, centre économique, centralité, qui va diffuser. Là, c'est un flux, hein. Un virus, c'est un flux aussi. Hein. Un flux, c'est un déplacement de biens matériels ou de biens immatériels, de choses vivantes ou non vivantes. Donc, vous l'avez dit, une impulsion électrique, c'est un flux. Un virus qui se déplace, c'est un flux. Donc là, ce serait intéressant de faire dans un cours la diffusion du Covid, parce que ça permettrait de dresser
une carte assez intéressante des flux avec au centre la Chine. Donc, la Chine est un centre mondial. Voilà. Et vous verrez qu'en périphérie, eh bien, quels sont les pays qui ont été d'abord touchés? Les pays plutôt développés, l'Europe, euh, voilà, surtout l'Europe, et en deuxième vague seulement, l'Asie du Sud-Est. Donc l'Asie du Sud-Est, elle apparaît vraiment périphérie, comme une périphérie dont la centralité aujourd'hui est marquée par la Chine et par l'Inde. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la Chine et l'Inde, vous avez voilà, deux géants qui sont en train, dans l'Asie du Sud-Est, de marquer leur empreinte, leur sphère d'influence économique. Donc la Chine, elle se bataille la mer de Chine. L'Inde un peu moins, mais elle aimerait bien aussi faire une incursion par-delà le détroit de Malacca. Les États-Unis, qui restent dans leur région périphérique, eux aussi, de l'Asie du Sud-Est, dans une zone importante. Hein. Enfin, pour eux, ça reste une zone importante, donc ils veulent maintenir ce contrôle. Donc, un troisième géant qui maîtrise le Pacifique et qui ne veut pas lâcher cette mer de Chine. Donc, on voit vraiment, l'Asie du Sud-Est, c'est un pivot géopolitique, c'est un pivot important. Voilà. Alors, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Thomas, le Covid risque d'avoir évidemment des conséquences sur l'espace mondial. C'est-à-dire qu'on va peut-être être enclin à moins commercer avec la Chine. Alors moi, je ne crois pas trop à une remise en cause fondamentale du capitalisme. Euh, si on ne fait pas du capitalisme, on fait quoi? À part capitalisme, communisme. Alors là, ce qui revient en force dans les discours, c'est un retour à l'état-providence, c'est-à-dire ne pas délaisser les aspects sanitaires, culturels, et peut-être arrêter de faire du commerce à tout va et à privilégier ça. Et ça, ce n'est pas une critique du capitalisme, ça, c'est une critique du néolibéralisme. Donc, on l'a vu, hein, les 14 points de Washington, années 80. C'est ça qui est remis en cause. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'était quitté, alors que je parlais de ça, je me disais, il y a beaucoup de critiques et tout. Là, tout, ça ressort dans toute sa splendeur. Hein. Là, c'est vraiment ça. Donc, ce n'est pas une critique, encore une fois, du libéralisme qui est faite, c'est une critique du néolibéralisme. Donc, je pense qu'on va revenir à un état de providence plus fort, parce que c'est ce que veulent les gens, et que malgré tout, les politiques qu'on a sont des politiques démocratiques, hein, donc on fait ce que les gens demandent. Hein. Je pense que là, il va vraiment y avoir un retour à ça. Après sur le système économique, non. Dans ses rouages, dans ses mécaniques, j'y crois pas trop. Par rapport à la Chine, puisqu'il y a ça aussi, hein, la Chine qui était en train de monter, de devenir un rival puissant, je pense qu'elle risque d'en sortir un petit peu affaiblie. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que les pays occidentaux vont préférer commercer avec cette Asie du Sud-Est. C'est très intéressant de voir ça aujourd'hui parce que c'est un pivot, c'est un carrefour. Euh, donc du coup, c'est un espace qu'on n'étudie pas trop. On se dit, ah, bon, il n'y a pas de grands pays et tout. Erreur, erreur, parce que justement, c'est là où vous avez un peu tous les outsiders, tous les pays qui veulent monter et qui en ont des moyens. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est qu'ils ont déjà un appareil industriel qui est opérant. Hein. La Chine, elle fait construire ces objets maintenant, comme je vous ai dit, hein, au Vietnam, en Thaïlande, etc. C'est des pays, moi j'ai un ami qui est en ce moment au Vietnam, c'est des pays qui ont bien géré la crise sanitaire, qui ont été moins touchés que la Chine, qui ont été plus sérieux dans sa gestion. Ça va attirer des investisseurs. C'est beaucoup plus sûr. La sécurité, c'est important en économie. Là, c'est la catastrophe pour certains de devoir fermer ne serait-ce qu'un ou 2 mois. Bon, les grands groupes, ils vont tenir, mais ils ont quand même perdu des sous. Donc, on va préférer se tourner vers ces pays qui sont plus petits, mais qui finalement, aujourd'hui, offrent une facette 2 beaucoup plus forte. À mon avis, c'est ce qui va se passer. La réduction des inégalités, l'État-providence joue ce rôle-là. L'État-providence joue clairement ce rôle-là. C'est un régulateur des inégalités. Ça a été démontré par Laurent Carouet, normalement, je en avais déjà parlé, un géographe. Je sais qu'il y a d'autres travaux, hein, parce que Laurent Carouet, c'est Thomas Piketty qui a eu le prix Nobel d'économie aussi. On sait que l'État-providence réduit les inégalités sociales. Ce qui est plutôt logique. Hein, il est même fait pour ça quasiment.
Donc l'État-providence, je rappelle, c'est le fait que l'État s'occupe des plus faibles, donc s'occupe de la santé, s'occupe du chômage, ces choses-là. Donc un retour à l'État-providence, dans les pays qui le feront, ça devrait réduire les inégalités. Voilà. Bon, après, on est vraiment sur du hypothétique, hein. Moi, je vous dis, entre guillemets, ce que j'en pense. Euh, Mais d'un point de vue, voilà, il ne faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre. C'est pour que surtout vous compreniez comment je formule des hypothèses. Comment, avec des faits géographiques, des notions qui sont des notions que vous avez vues en cours, et je ne me base que sur celles-là, on peut bâtir des hypothèses. Ça fait partie des compétences que vous devez gérer en histoire et géographie. Donc voilà, prenez des éléments, des notions que vous connaissez, et à partir d'elle, paf, donc définition des mots, qu'est-ce que je connais, dans tel pays, tel géographe, tel économiste, et vous battez des hypothèses. Après, seul l'avenir peut nous dire ce qu'il adviendra. D'autres questions? Le Japon, qui est un peu particulier hein, de par son histoire, donc ça a été la seconde puissance économique mondiale. C'est un pays aujourd'hui qui décroche un peu, hein, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, ils ont été en croissance économique très forte des années 40 aux années 80. Et depuis les années 80 et 2000, voilà, il y a 80, c'est ce qu'on appelle la bulle, c'est la fin de la bulle. On va commencer à avoir une période un petit peu de récession économique, mais c'est vraiment les années 90, fin 90 qui est comme. Voilà, 90, c'est encore le Japon, c'est encore bien. Hein. Enfin, 80, ils vont souffrir du choc pétrolier de 73-76, comme tous les pays dans le monde. Donc en fait, si pour eux c'est un arrêt de la prospérité, parce qu'en fait ils avaient une croissance très forte, ça va, c'est pas des années noires. 80-90, c'est encore marqué par des grands groupes. Ben, je pense à Sony. Hein. Sony 80 il cartonne avec le Walkman. C'est une réussite. Voilà, si vous avez une copie, le Walkman, c'est vachement bien. C'est vraiment un symbole de la réussite économique japonaise. Donc, le Japon crée un nouveau procédé qui permet d'écouter de la musique dans la rue. Il faut se dire qu'à l'époque, c'est exceptionnel. Vous pouvez écouter votre musique directement dans les oreilles. C'est une révolution. Vraiment, c'est une révolution, quoi. Et Sony a été à chaque fois dans les Walkman à la pointe. Premier Walkman CD, etc. etc. Aujourd'hui, vous écoutez votre musique sur votre téléphone. Donc voilà, on sent bien le décrochage de Sony par rapport à d'autres innovations. Années 90, Sony se lance dans les consoles. La Play, ça a été l'une des consoles les plus vendues au monde. Donc Sony, vraiment, c'était une industrie de pointe. C'était en termes de chiffres colossal. Et on sent qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, ils ont du mal à innover, ils ont du mal à rivaliser. Ils ont des concurrents qui font aussi bien, voire beaucoup mieux qu'eux, notamment les Coréens avec Samsung. Donc on voit qu'il y a eu un décrochage. Donc c'est surtout après les années 90, début 2000, que le Japon commence à être en difficulté. Alors pourquoi? Mais finalement, cette stratégie des oies sauvages, elle s'est un peu retournée contre eux. C'est-à-dire qu'ils ont permis à des pays de les concurrencer, comme la Corée du Sud. En s'appuyant sur ces pays-là pour faire du hardware, et ben, ils ont commencé à vouloir innover et en innovant, ils se sont tournés vers autre chose. Du coup, ça a lésé un petit peu le Japon. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va être problématique au Japon. Ce qui va être très problématique, c'est d'abord sa structure sociale. C'est un pays qui est vieillissant. Alors, il ne faut pas exagérer. Dans les médias, on a tendance à beaucoup dire que le Japon est un pays qui vieillit fortement, où la population est très âgée, on ne fait plus d'enfants. Ça revient beaucoup. Hein. Les documentaires où soi-disant on ne fait plus d'enfants au Japon et tout ça, c'est pas vrai. Si vous prenez les études statistiques, alors là je cherchais un atlas du Japon en fait, hein, pour être précis dans les chiffres. Je l'ai par là, mais je ne sais pas où. Si vous prenez les chiffres, en fait, on est à 2,5, 2,4, je crois que c'est 2,3 pour le Japon, enfants par personne. C'est en fait la statistique française. Donc, on ne fait pas moins d'enfants au Japon qu'en France. Le problème, c'est que c'est mal réparti sur le territoire. On pourrait dire en France, c'est pareil. Hein, dans les espaces ruraux, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Le Japon, c'est le même cas. On a des villes, des espaces ruraux qui sont faibles,
Et en fait, on a une décroissance très forte de la population. Là où la France n'a pas cette décroissance de la population, c'est qu'on a l'immigration. C'est compensé par l'immigration. Voilà. Donc la population, elle reste stable en France. Donc, économiquement, ça va. Ça va un peu mieux. Au Japon, il n'y a pas ça. Au Japon, il n'y a pas d'immigration, elle est très faible. Les populations ne se renouvellent pas. Donc économiquement, c'est compliqué. Il faut s'occuper des personnes âgées, il n'y a pas assez de travailleurs pour ça. C'est compliqué. Voilà. D'un point de vue économique, le Japon est dans des situations compliquées. En plus, en termes d'avantages, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un pays qui peut compter sur ses ressources naturelles. Il n'y en a pas. Donc, ouais, ils sont dans une situation économique. Alors, ils peuvent compter sur des avantages. Ils peuvent compter sur des avantages qui sont importants et qui sont cette capacité à travailler, cette capacité surtout à innover, qui est très forte au Japon. Et financièrement, culturellement, voilà, c'est des gens qui ont toujours des idées, qui avancent. Et si vous avez lu mon cours, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils s'appuient sur, voilà, ils ont des savoir-faire, ils ont des technologies, ils ont des entreprises comme Sony qui sont moteurs, qui vont aller donc s'installer, puisque la Corée devient trop puissante et un rival de taille, ils vont aller se tourner vers les Chinois. Donc ils vont partir dans ces ZEE, ZEE où ils étaient déjà dès l'origine. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand Deng Xiaoping a créé ces ZEE, les Japonais se sont rués sur ces espaces. Ils ont dit on va mettre toutes nos entreprises, voilà, on va faire construire, on va faire construire. Et, euh, et du coup, pourquoi? Parce qu'ils voulaient le marché. Ils voulaient le marché chinois. Ils se sont dit si on est les premiers à être sur place, on sera les premiers à percer le marché chinois, qui est quand même colossal, puisque c'est 1,5 milliard de personnes potentielles de clients. Donc c'est très intéressant. Et du coup, cette stratégie, aujourd'hui, elle s'avère payante. Alors, notamment dans un domaine, voilà, ça c'est vraiment le domaine, il y a des domaines qui sont porteurs encore au Japon, l'informatique. Alors, quand je dis l'informatique, c'est ouais, tout ce qui est numérique, enfin, les nouvelles technologies, voilà, pour être plus clair. Parce que l'Inde aussi est très fort, mais c'est plus dans ce qu'il y a à l'intérieur de votre machine. Tout ce qui est nouvelles technologies, là, le Japon reste très fort, et l'automobile, avec Nissan. Nissan, Toyota, ils sont devant les États-Unis. Donc à ce niveau-là, c'est quand même, voilà, ils ont des secteurs industriels qui sont encore très forts. Et si vous prenez justement ce que je suis en train de vous décrire, on voit bien qu'on est exactement dans ce système de le smart, la conception, la direction reste sur le territoire japonais et on sous-traite tout ça dans les ZEE en Chine. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité économique entre les pays du Sud-Ouest, en fait, entre les pays de l'Asie du Sud-Ouest, et entre Chine et Japon. Voilà. On pourrait sur une carte tracer deux lignes comme ça, tac, tac, qui ferait une croix, une qui englobe l'Asie du Sud-Est, donc qui délimiterait deux espaces nord-sud, et un est-ouest entre la Chine et le Japon. Il y a des rivalités très fortes entre la Chine et le Japon qui ralentissent ces relations commerciales. Je vous l'ai mis dans le cours. C'est des relations historiques. Hein. La Chine et le Japon ne s'entendent pas bien parce que le Japon a toujours c'est un besoin, ce besoin économique d'avoir la main sur les ressources chinoises pour se développer. Donc ça a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Et alors aujourd'hui, il y a moins cette volonté belliciste, mais il y a un impérialisme d'un aspect économique, ce qu'on appelle un impérialisme informel, à l'image des États-Unis qui copie beaucoup. Et donc, ça crée ces rivalités, ces tensions maritimes. On l'a vu dans les îles Senkaku, Diaoyu, où voilà, on va rentrer en rivalité pour des ressources. Donc, avec le Japon, on a cet aspect dual, cet aspect paradoxal. À la fois, elle a besoin de la Chine au niveau économique, donc elle essaie de travailler avec elle, mais en même temps, il y a des rivalités fortes parce que si on peut
contrer la montée chinoise qui pourrait être nuisible pour le Japon, eh bien, on le fera. Mais dans ce bras de fer, on le voit hein, depuis quelques années, c'est la Chine qui l'emporte. Hein. Très clairement, elle a beaucoup moins de contraintes, elle a une armée, elle peut ce que n'a pas le Japon à cause des accords Dodge de 45. Euh, du coup, eh ben, elle est présente à l'ONU, ce qui n'est pas le cas du Japon. Le Japon est faible politiquement et sur les relations internationales, donc ça donne un avantage considérable à la Chine qui en profite. Hein. Euh, et la crise qu'on subit aujourd'hui, eh bien ça peut être une importante remise en cause de cette rivalité. Ça peut profiter au Japon, très clairement. À voir comment ils gèrent ça, l'un comme l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Le Japon, je finis sur ça, on vous l'a mis en grand 3 dans le cours parce que votre programme il a été refondu. C'est pas du tout un pays de l'Asie du Sud-Est. Le Japon, c'est un cas toujours un peu à part. C'est vraiment une île, c'est un caractère insulaire. Donc, elle est un petit peu en marge. Il faudrait un chapitre à part pour étudier le Japon parce que c'est un cas un peu unique en soi. Euh, Voilà. Avant, c'était le cas. Là, on vous l'a mis dans un grand 3. Je trouve ça très dommage. Il faut vraiment le décorréler de l'Asie du Sud-Est, en fait, parce que il a des liens commerciaux forts avec l'Asie du Sud-Est, c'est évident, mais il n'a pas du tout le même profil, que ce soit économique ou politique. Je trouve très dommage de vous l'avoir mis. Mon petit point là sur population, frein au développement, non, le Japon, c'est le contre-exemple. Hein. C'est une population faible qui a une économie forte. Tout ça, ça s'explique par des raisons effectivement géographiques et historiques très fortes. Donc c'est un peu dommage de l'avoir mis dans ce endroit. Voilà. C'est pas un cours qui est difficile, mais vous voyez, il est un peu bricolé quoi, à cause des programmes. Je pense que j'ai bien fait le tour de la question. Franchement, je suis assez content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait en 1 heure. Non, je trouve que voilà, je me suis appuyé sur votre cours, je me suis appuyé, bon, j'avais un petit peu lu hier avant de faire ce petit live là, cette petite conférence. Euh, je pense qu'il y a vraiment, dans ce que je viens de dire, il y a tout. Je regrette de ne pas vous avoir montré des cartes en même temps. J'ai essayé, mais ça n'a pas bien marché. Euh, du coup, bon, je pense que vous avez vraiment tout là. Ça m'a l'air assez clair. Alors pour les chiffres, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est vraiment données chiffrées, ben, vous avez votre cours, hein, tout est dedans. Euh, Surtout ce qui est notion, ce qui est important à savoir. Franchement, tout est dans ma vidéo. Donc, ce que je vais faire pour les absents, et puis pour vous aussi, je vais essayer de la récupérer, donc surtout la deuxième partie, là, ce qui a été dit, et de la mettre sur YouTube. Je vais la monter pour que ce soit plus sympa, plus simple à regarder. J'essaierai de rajouter des cartes, du coup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là, hein, on va se quitter. Pour la reprise, je ne sais pas quand ce sera, peut-être en juin, peut-être pas, peut-être tout le monde, peut-être pas tout le monde. À l'heure actuelle, je peux absolument pas vous
Voilà, bon, ben, je vous souhaite un bon confinement.